Je vous remercie. Je remercie plus généralement l'ensemble des organisatrices et des organisateurs de ces rencontres d'économiques, à la fois pour l'organisation et puis pour m'avoir sollicité. Et lorsque j'ai été sollicitée, j'avais proposé plusieurs thématiques pour mon intervention. Je travaille globalement sur l'insertion des jeunes, donc j'avais plusieurs cordes à mon arc qui me semblaient intéressantes à évoquer ici, mais je voulais donc remercier les organisateurs et organisatrices d'avoir choisi finalement la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors non seulement parce que c'est ce sur quoi je travaille le plus actuellement, mais aussi parce que l'égalité entre les femmes et les hommes est évidemment un sujet qui me tient à cœur, mais qui me semble important d'évoquer dans un cadre comme celui des économiques où on sort justement d'une lecture économique libérale orthodoxe pour aller s'interroger, aller explorer cette question-là avec d'autres clés d'entrée que celle de l'efficacité économique. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail ne relève pas, il me semble, d'une question d'efficacité économique. En tout cas, si on doit juste légitimer la recherche et l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail comme vecteur de meilleure efficacité économique dans les entreprises, cela m'inquiète, parce que si on fait la preuve que ça n'est pas efficace économiquement, qu'est-ce qu'on fait? Alors on encourage la discrimination, on encourage les inégalités. Et évidemment, ce que je dis sur les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes, on peut l'appliquer à toutes les autres formes d'inégalité. Donc cette question de l'efficacité économique, je vais bien sûr la laisser de côté dans tout mon exposé pour aller davantage m'interroger sur déjà le constat. Donc on va partir d'un constat. Qu'est-ce qui m'a fait choisir comme titre devenir cadre en début de carrière, en route vers une féminisation, avec un point d'interrogation à la fin quand même. Alors j'en profite quand même pour faire un petit clin d'œil. Le titre initial de ma présentation, c'était En marche vers une féminisation. Mais sous Jupiter, ce terme en marche n'a plus vraiment le même sens, et donc en route, donc en route vers une féminisation. Alors, je vais partir d'un constat, et le constat initial, c'est qu'on avance, c'est vrai, on avance vers une égalité, et il serait temps parce que cet objectif d'égalité, il est affiché, et pas qu'en France, il est affiché et même revendiqué avec un certain nombre d'objectifs à atteindre par la communauté européenne et depuis sa création. Donc ça fait quand même quelques décennies que l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes est recherché. Et on connaît quand même le poids des politiques, des injonctions européennes dans l'application des politiques publiques, en France en particulier, mais dans l'ensemble des pays de la communauté. Donc, des années et des années qu'on le fixe comme objectif, alors à la fois de manière très générale en termes d'égalité, en particulier sur le marché du travail, et encore plus en particulier dans l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Et pourtant, malgré cette injonction européenne, en moyenne en Europe aujourd'hui, il n'y a que 35% de femmes parmi les managers. Donc parmi les postes à haute responsabilité, seulement 35% de femmes. Alors c'est une moyenne. Alors une moyenne, c'est un indicateur statistique qui est rarement satisfaisant parce qu'il renvoie à des situations qui peuvent être très hétérogènes. Et vous allez voir dans mon propos, je vais essentiellement me pencher sur la situation française, mais on va aussi aller piocher du côté de quelques pays voisins européens. Et on peut déjà, d'ores et déjà, souligner qu'il y a en fait, derrière ces 35% en moyenne, une très grande hétérogénéité des situations, avec en tête de peloton des pays auxquels on s'attend, les pays nordiques. Les pays nordiques sont les pays dans lesquels la proportion de femmes managers est la plus élevée, les pays de l'ancien bloc soviétique également, mais en queue de peloton, en avant-dernière position, on trouve l'Allemagne. Plus surprenant quand même. En dernière position, on trouve l'Italie. On s'y attend peut-être davantage, mais l'Allemagne en avant-dernière position, c'est assez surprenant. Alors, en fait, l'Allemagne en avant-dernière position, c'est assez surprenant, et quand je vais vous dire le taux, ça va vous sembler peut-être encore plus surprenant. En Allemagne, il n'y aurait que 10% de femmes managers. C'est du coup tellement surprenant que ça amène à pointer du doigt
une attention à porter sur les statistiques qu'on nous donne à manger en permanence. Je suis moi-même statisticienne, économètre, je manipule des données en permanence, mais j'aime à rappeler qu'il faut y prêter une grande attention et faire attention à ce qu'il y a derrière, et ne pas se contenter d'une lecture statistique bête et méchante, et donc aller comprendre pourquoi il n'y a que 10% de femmes managers en Allemagne. En fait, il n'y a que 11% d'hommes aussi. Donc certainement, quand on regarde, donc c'est des données européennes que je mobilise, des données harmonisées. Mais il y a probablement, je vous l'avoue, je ne suis pas allée étudier la situation très précisément là, mais il y a très probablement quelque chose dans la classification des professions en Allemagne qui explique ce faible taux et qui mériterait d'être étudié plus avant de critiquer cette avant-dernière position. Je reparlerai de l'Allemagne un peu plus loin. Ça souligne en tout cas, à mon sens, la difficulté de faire des comparaisons et la difficulté de vanter des modèles comme ça. Tiens, c'est facile, il suffit de faire comme en Allemagne, comme la Suède. Donc sur la question de l'égalité, on a souvent tendance à penser qu'il suffirait de faire comme la Suède. En fait, il ne suffit pas, bien évidemment. Ce qu'il faut avant tout essayer de chercher à faire, c'est essayer de comprendre comment les choses se passent dans les différents pays. Et ça n'est pas qu'un taux, c'est un taux qui résulte d'un enchevêtrement de dimensions. Et c'est ça que je vais essayer de mettre en évidence. Alors, je ne vais pas avoir le temps d'explorer toutes les dimensions, mais s'il y a des résistances à la féminisation des postes à haute responsabilité dans l'ensemble des pays européens, cela renvoie à plusieurs dimensions, à des dimensions individuelles, bien évidemment, à des dimensions qu'on appelle représentation ou stéréotype de genre, ou stéréotype de sexe. Ça renvoie aux rôles sociaux dans les différents pays. Mais ça va aussi renvoyer aux politiques mises en œuvre dans les entreprises, aux politiques des ressources humaines, et bien évidemment aux politiques publiques qui vont aussi être différentes d'un pays à l'autre. Et c'est cette combinatoire-là qu'il faut essayer de comprendre, parce que, par exemple, un même investissement éducatif n'a pas les mêmes conséquences dans l'un ou dans l'autre des pays, selon que telle politique est mise en œuvre ou tel autre pays. Donc c'est ça que je vais essayer de regarder avec vous rapidement. Alors l'ensemble de ces travaux sur cette question de l'accès des femmes au poste de manager, c'est la question du plafond de verre qui est assez connue aujourd'hui. La question du plafond de verre, elle est assez ancienne, on la doit à une chercheuse américaine dans la fin des années 70. Et l'objectif de l'idée de cette métaphore qui est devenue très commune, c'est bien d'étudier l'ensemble des obstacles visibles et invisibles qui séparent les femmes du sommet des hiérarchies professionnelles et organisationnelles. Alors quand même, on peut souligner que du coup, cette notion de plafond de verre, qui au départ est pensée pour comprendre le difficile accès des femmes aux postes à responsabilité, a été étendue à l'ensemble des minorités. Donc aujourd'hui, on étudie aussi sous cet angle-là, avec des réflexions qui sont très proches, le difficile accès de l'ensemble des minorités aux postes à responsabilité. Donc vous l'aurez compris, là, le propos de mon exposé, c'est bien de comprendre ce qui explique que malgré cette tendance à l'amélioration, à la féminisation de ces professions, il reste des résistances. Et là, je vais quand même profiter pour faire un petit clin d'œil à la présentation de José Rose qui suivra la mienne. Évidemment, je me penche sur l'emploi très qualifié. Cette question du plafond de verre nous interroge sur la résistance à l'emploi qualifié, à l'accès à l'emploi qualifié des femmes. Ça ne veut pas dire que l'emploi non qualifié ne pose pas de problème, ni qu'il n'est pas pertinent d'aller l'interroger, en particulier au regard du genre. Et donc je suis ravie qu'à cette table, on puisse à la fois dans un temps très court explorer la question de l'emploi très qualifié avec l'accès des femmes au poste de management, et puis ensuite que José puisse vous donner aussi une vision de l'emploi non qualifié avec des petites allusions à la question du genre, qui est évidemment très prégnante aussi dans la question de l'emploi non qualifié. Alors la présentation que je vais vous faire aura plusieurs temps. Je vais
d'abord vous dresser un constat. Alors je n'ai pas de possibilité de vous projeter des jolies statistiques, donc je vais essayer de ne pas être ennuyeuse en vous donnant quand même quelques chiffres. Ensuite, on essaiera de réfléchir aux facteurs qui peuvent expliquer ce mouvement de convergence entre les situations des femmes et des hommes, de réfléchir aussi aux éléments qui participent à faire qu'il y a encore des résistances. Et puis, je finirai par évoquer des questions de politique publique, et en particulier, je prendrai du temps pour parler des politiques familiales. Alors le constat, donc je vous le disais, le constat c'est celui qu'on a fait, donc je travaille avec d'autres chercheurs sur cette thématique-là, et on est parti d'un constat qui nous a satisfait et satisfaite. Pour la première fois, quand on regarde les trajectoires des jeunes femmes en début de vie active, lorsqu'elles ont 3 ans d'ancienneté sur le marché du travail, elles rentrent sur le marché du travail en 2010, donc après la crise économique de 2008, elles rentrent sur le marché du travail en 2010 et 3 ans plus tard, elles sont pour la première fois autant à être cadres que les jeunes hommes. Donc on a ce constat-là. Alors autant, ça veut dire qu'il y a parmi l'ensemble de ces jeunes qui sont rentrés sur le marché du travail en 2010, après 3 ans de vie active, 20% des jeunes femmes qui sont devenues cadres et 20% des jeunes hommes qui sont devenus cadres. D'accord ? Donc la proportion est la même. Pour vous donner quand même un ordre d'idée de l'évolution, quand on regarde la situation 12 ans plus tôt, les jeunes qui étaient rentrés sur le marché du travail 12 ans plus tôt, avec la même ancienneté, 3 ans plus tard, eh bien, il y avait 17% des hommes qui étaient cadres, mais seulement 13% des femmes. Donc on le voit, le rattrapage des femmes a été très conséquent en 12 années. Alors, vous comprenez bien, c'est ce constat-là, nous, qui nous a amenés à nous interroger. On s'est dit, il faut aller comprendre ce qui se passe. Alléluia, ça y est, on y est arrivé. Ou est-ce qu'il y a encore quand même des raisons de s'inquiéter ? Alors, évidemment, quand on creuse un peu plus précisément, être cadre ou être manager, c'est très hétérogène en fait. C'est une catégorie construite, une catégorie socio-professionnelle qui renvoie à des métiers très différents, à des espaces professionnels très différents. Et là, évidemment, on va retrouver des clivages genrés importants. Les femmes sont bien sûr beaucoup plus nombreuses à être en emploi en tant que cadre dans la fonction publique que ne le sont les hommes, 2 fois plus. Elles sont beaucoup plus dans les métiers de l'enseignement, du professorat, alors que les hommes sont beaucoup plus ingénieurs, évidemment. Ces clivages-là perdurent. On observe également dans le mouvement de convergence qui est à l'œuvre, en termes de rémunération. Là aussi, on a tendance à beaucoup parler des écarts de salaire qui existent entre les femmes et les hommes. Alors en début de vie active, ils sont moins importants parce qu'en début de vie active, c'est la carrière qui va exacerber les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. En début de vie active, ils sont moins importants, mais on observe même là, pour la première fois, que chez les cadres, les femmes gagnent 93% du salaire médian des hommes, donc quasiment la même chose. Donc là aussi, on se dit, il se passe des choses qui ont l'air d'aller dans le bon sens. Oui, mais quand on regarde plus précisément, alors oui, elles sont cadres, mais elles sont davantage dans des situations de précarité, parce que même quand on est cadre, on peut être dans une situation plus précaire que les hommes. Elles sont notamment plus nombreuses à être en CDD. Alors les cadres, globalement, sont moins souvent en CDD que les autres catégories socio-professionnelles, évidemment, mais quand même, les femmes cadres sont plus souvent en CDD que les hommes cadres, et même l'écart entre les femmes et les hommes, en termes de statut CDD, CDI, est plus important que dans les autres catégories socio-professionnelles. Oui, mais elles sont également davantage à temps partiel. Là aussi, les cadres sont moins souvent à temps partiel que les autres catégories socio-professionnelles, mais pour autant, les femmes cadres sont 4 fois plus souvent que les hommes cadres à temps partiel. Alors sur ce temps partiel, je vais prendre un petit temps quand même, parce que ce fameux modèle allemand qu'on nous vante, ce taux de chômage formidable qu'on leur envie, on oublie souvent quand même de raconter ce qui va avec. Alors c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour les Pays-Bas encore plus. Ce qui va avec, c'est un taux de travail à temps partiel très élevé et massivement concentré chez les femmes. 47% des femmes à temps partiel en Allemagne, 77% aux Pays-Bas.
Donc un taux de chômage à 5%, certes, mais une inégalité entre les femmes et les hommes qui en est le résultat important. Donc en France, on a un taux de chômage plus élevé, mais le taux de travail à temps partiel est beaucoup moins élevé, seulement 30% de femmes à temps partiel globalement. Là, je sors de l'analyse sur les cadres globalement. Et du temps partiel qui est beaucoup plus long également que dans ces autres pays. Voilà, donc c'était une réflexion sur la question du partage du travail. Si le travail se raréfie, il faut le partager, et le partager entre toutes et tous, et pas seulement parmi les femmes. Convergence en termes de salaire, je vous ai dit à l'instant. Alors cette convergence qui peut sembler réjouissante, en fait, quand on creuse un petit peu, elle n'est pas si réjouissante que ça, parce que ce n'est pas réellement la situation des femmes qui s'est améliorée. C'est davantage la situation des hommes qui s'est détériorée. Et pourquoi la situation des hommes s'est détériorée ? Eh bien, c'est un des effets de la crise de 2008. Cette crise de 2008, elle a essentiellement touché le secteur industriel, qui est un bastion masculin. Donc on a une concentration forte des emplois masculins. Et elle a beaucoup moins touché le secteur tertiaire, qui est très féminisé. Et donc en conséquence, eh bien, on a eu une plus forte baisse des salaires dans le secteur industriel et donc des salaires des hommes, et une moins forte baisse des salaires dans le secteur tertiaire et donc des salaires des femmes. Donc le rattrapage des femmes vient en fait du fait que les salaires des hommes ont diminué. Donc une convergence certes, mais qui n'est pas nécessairement que due à une amélioration de la situation féminine. Alors pourquoi ? Pourquoi cette convergence ? Un ensemble de facteurs, bien sûr, pour l'expliquer. Globalement déjà, bien parce que s'il y a plus de femmes cadres, c'est parce que de manière générale, il y a plus de cadres. L'emploi, la qualification des emplois s'est accrue. Je renvoie là encore à l'exposé de José dans un instant pour regarder les choses de l'autre côté de l'échelle des qualifications. L'emploi des cadres a cru et donc en conséquence, l'emploi des cadres chez les femmes a cru également. La crise de 2008, encore une fois, a joué donc en faveur d'une accélération de l'emploi cadre chez les femmes. L'aspect législatif n'est pas non plus à mettre de côté. Ces injonctions européennes ont donné finissent quand même par avoir des conséquences. Et en France, on a eu aussi une accélération et une volonté de davantage contrôler notamment ce qui se passe dans les entreprises en matière d'égalité, en particulier d'égalité salariale. Donc cette sensibilisation accrue à l'égalité professionnelle dans les entreprises, on peut quand même espérer qu'elle a aussi participé à cette convergence. Et puis, je vais quand même insister peut-être sur le dernier point qui explique, surtout en début de vie active, cette convergence. C'est très certainement l'accroissement, l'élévation des niveaux de formation. Pour être cadre, en particulier dans le modèle français, il faut avoir un diplôme de niveau élevé, un diplôme de l'enseignement supérieur long. Dans les travaux, on parle même de tyrannie du diplôme. Cette tyrannie du diplôme qui veut qu'on ait de préférence un diplôme d'une grande école, la plus prestigieuse possible, explique donc là, c'est dans ce qu'on appelle la relation formation-emploi, le poids vraiment très lourd du lien entre détenir un diplôme de l'enseignement supérieur long et les chances accrues d'accéder à ces postes à haute responsabilité. Or, on le sait quand même, c'est des résultats qui ne sont pas nouveaux, les filles sont meilleures à l'école. Les filles sont meilleures à l'école, elles réussissent mieux depuis les plus petites classes. C'est pas forcément parce qu'elles sont plus intelligentes, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais bon. Là, je renvoie aux travaux de sociologie, de psychologie, de médecine. Il y a énormément de travaux là-dessus. Mais bref, elles réussissent mieux pour tout un tas de raisons et elles s'orientent davantage vers les lycées généraux et elles s'orientent davantage vers des études longues. Elles sont globalement plus diplômées. Oui, mais plus diplômées, mais pas dans les mêmes filières de formation que les garçons. Elles vont davantage vers des filières qui vont les conduire à un certain type de métier qui ne va pas être privilégié dans l'accès au poste d'encadrement. En tout cas, globalement, je vais revenir dans un instant sur ce point-là, en tout cas globalement, ce qui participe à l'élévation du poids des femmes dans les postes à responsabilité, c'est clairement l'élévation des niveaux de diplôme. Globalement, on a eu une élévation des niveaux de diplôme pour les femmes comme pour les hommes sur ces dernières décennies, mais encore plus fortement chez les femmes que chez les hommes.
quand on regarde même, quand on fait, je vais utiliser un vilain mot, quand on fait de l'économétrie, de l'analyse dite toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire on essaye de comprendre pourquoi qu'est-ce qui va améliorer les chances de devenir cadre. Et on regarde, il y a un ensemble de choses qui jouent en même temps, un ensemble de facteurs qui caractérisent l'individu et qui jouent simultanément. Son sexe, son niveau de diplôme, son âge, son lieu de résidence, ses origines sociales, tout un ensemble de facteurs. Et donc quand on regarde tous ces facteurs simultanément, eh bien, le facteur le plus déterminant, c'est clairement le diplôme. Le diplôme joue plus fortement. Alors le diplôme a toujours joué très fortement en France, mais il joue de plus en plus fortement. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de tyrannie du diplôme accrue. Et donc, dans ce sens-là, les femmes ayant investi très fortement en éducation, elles améliorent leur situation, puisqu'elles ont des niveaux plus élevés. Oui, mais, puisqu'elles sont plus diplômées, puisqu'elles ont atteint des niveaux de diplôme plus élevés que les hommes, elles devraient donc être plus souvent cadres que les hommes, elles sont seulement autant cadres que les hommes, et donc dans ces analyses, toutes choses égales par ailleurs, le fait d'être une femme, étant donné leur niveau de diplôme, les conduit à avoir encore 30% de chances de moins que les hommes pour devenir cadres. D'accord ? À caractéristiques identiques. Alors pourquoi ? Pourquoi ces résistances ? Bien certainement, une des raisons, c'est des mécanismes de ségrégation. La concentration des femmes dans certaines professions. Dans certaines professions qui ne sont pas les plus qualifiées, parce qu'on le verra, je crois, José l'évoquera, les professions féminines ne sont pas qualifiées. Cette ségrégation professionnelle, en fait, elle est pour les 2/3 due à une ségrégation qui est en amont, qui est une ségrégation éducative. C'est ce que je disais à l'instant, les femmes ne choisissent pas les mêmes filières de formation que les hommes. Et donc, si on veut lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, la question, il faut d'ores et déjà la poser en amont. Il faut remonter sur les choix éducatifs, parce que les petites filles, les jeunes femmes, quand elles choisissent leurs études, elles ont le sentiment de le faire très librement. Mais elles s'éloignent des filières qui sont les filières qui conduisent aux postes à haute responsabilité. À titre d'exemple, les viviers de recrutement pour devenir manager dans les entreprises, ce sont les classes prépa, les classes prépa scientifiques, et puis donc les grandes écoles ensuite auxquelles elles vont conduire, les écoles d'ingénieurs. Et donc dans ces filières-là, on a encore une très nette minorité de femmes. Seulement 42% de filles dans les classes prépa, seulement 30% quand ce sont des classes prépa scientifiques, et seulement 27% de filles dans les écoles d'ingénieurs. Et ce sont ces viviers-là, les viviers des postes aux plus hautes responsabilités. Alors, cette ségrégation éducative, qui va ensuite expliquer pour partie la ségrégation professionnelle, n'est pas la seule, évidemment, à expliquer qu'il y a encore de la résistance dans l'accès des femmes à ces postes à responsabilité. Il y a évidemment des mécanismes de discrimination. Je ne peux pas ne pas l'évoquer, même si je ne vais pas m'y attarder. La question de la discrimination, elle renvoie bien sûr au rôle à l'action de l'entreprise, à l'action de l'employeur. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est que souvent on a tendance à penser que pour lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, il faut lutter contre la discrimination. Moi, ce que je veux souligner ici, c'est que, certes, il faut lutter contre les discriminations, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ce n'est pas tout. Et c'est même loin d'être le seul élément qui explique ces inégalités-là. Alors quand même, quelques mots sur cette discrimination. À quoi elle serait due, cette discrimination ? En économie, on a une théorie de la discrimination qui nous explique qu'elle serait due à de l'aversion. Alors l'aversion, elle peut être due à l'aversion de l'employeur. C'est un employeur sexiste. Mais l'employeur sexiste, en fait, s'il est rationnel, d'un point de vue économique très orthodoxe, alors il n'a aucune raison de discriminer parce que ça n'est pas efficace économiquement. Je reviens sur mon introduction. En revanche, il a des raisons de pratiquer la discrimination si l'aversion ne vient pas de lui, mais vient de ses employés, qui ne voudraient pas travailler, par exemple, sous les ordres d'une femme,
Et donc, moindre productivité. Et donc, l'employeur dit, moi, je ne vais pas embaucher une femme à un poste à responsabilité parce que derrière, les salariés qui seraient sous leurs ordres vont être moins productifs. Ou si l'aversion viendrait des clients, qui seraient moins enclins à venir se servir chez lui si c'est une femme qui les... Voilà. Donc, c'est cette question de l'aversion qui est mise en lumière dans les travaux en économie. Une autre dimension qui peut expliquer ces mécanismes de discrimination, c'est les questions de prestige des professions. En fait, ce qu'on observe, c'est que les professions qui étaient masculines et qui ont tendance à devenir féminines perdent en prestige. Et donc, si on perd en prestige, c'est pas toujours souhaitable ni souhaité. Et du coup, on va préférer continuer à embaucher des hommes pour que la profession ne se féminise pas trop, pour qu'elle garde son prestige. Et puis évidemment, il y a tout ce qui renvoie aux stéréotypes de genre. Par exemple, embaucher une femme, une femme elle a un attachement moindre à l'emploi, à sa carrière professionnelle, un investissement moindre, donc je vais privilégier un homme plutôt qu'une femme à caractéristiques identiques parce que j'anticipe qu'une femme sera plus encline à ne pas rester tard le soir, à démissionner si son mari bouge, etc. Donc tous ces éléments-là pourraient participer à cette discrimination. Le dernier temps de ma présentation, je vais le consacrer à la question de l'articulation des temps de vie professionnels et familiaux, à la fois donc sur la question de l'articulation en général et sur la question des politiques, et donc en m'arrêtant sur les politiques familiales. Alors, petit aparté sur cette question de l'articulation. Vous le voyez, je choisis le mot articulation et non pas le mot conciliation. Et je le choisis à dessein parce que le terme de conciliation, il fait débat dans la communauté scientifique même. Pourquoi il fait débat ? Parce que ce terme de conciliation, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a une connotation très positive. C'est sympathique, la conciliation. Et donc, quand on parle de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, on a le sentiment que c'est facile. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ça serait comme si on voulait ignorer les renoncements, les difficultés, les choix qui sont à faire au sein des familles, et souvent par les femmes, pour pouvoir investir la sphère professionnelle. Renoncer au temps à consacrer à ses enfants, renoncer à, on va le voir après, à avoir un conjoint, à avoir un enfant. Donc cette question de la conciliation, elle n'est pas neutre. Et en plus, on a souvent l'autre raison qui fait privilégier le terme de conciliation, c'est que les femmes seraient les seules à avoir à concilier. Les hommes, eux, ils ne concilient pas. C'est les femmes qui concilient. Donc cette question de l'articulation entre les femmes et les hommes, c'est un des facteurs clés, évidemment, dans le frein des femmes, dans l'accès des femmes aux postes à responsabilité. On l'observe dans les statistiques. Pour devenir cadre, pour devenir manager, les femmes renoncent souvent, soit à avoir un conjoint, ou retardent, soit à avoir des enfants. Pareil, soit elles renoncent, soit elles retardent. Les femmes managers ont moins souvent un conjoint et ont moins souvent un enfant que les femmes qui ne sont pas managers. C'est l'effet inverse chez les hommes. C'est ce qu'on appelle le mécanisme escalier inversé. Les hommes managers sont plus souvent mariés ou vivent en couple et ont plus souvent des enfants. Donc on le voit, des mécanismes totalement inversés. Alors évidemment, la question des politiques publiques, elle est complètement liée à ça, parce que les politiques publiques peuvent faciliter la possibilité d'articuler vie familiale et vie privée. Et donc on a conduit des travaux qui mettent en lumière qu'en effet, dans les pays dans lesquels il y a davantage de structures de garde pour la petite enfance, les femmes renoncent moins à avoir des enfants et les femmes parviennent davantage à avoir à la fois une vie de famille, une vie de couple, et à accéder aux postes à responsabilité. C'est le cas en Suède et c'est plutôt le cas en France quand on regarde ce qui se passe dans l'ensemble des pays européens. Et c'est le cas aussi au Portugal, par exemple, qui est un pays assez remarquable, dans lequel il y a une proportion de femmes managers bien plus élevée que la proportion d'hommes managers. Voilà, donc je conclus sur ce pays ami.